Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai eu tort de me battre pendant des années pour un truc historique que je pensais important. Et pourquoi vous devriez arrêter aussi, parce que je sais que certains d'entre vous le font. Aujourd'hui, on va parler Drakkar et on va parler Viking. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez peut-être un peu mon histoire. Je suis passionné d'histoire, la grande, depuis mon enfance. Je suis rapidement tombé dans la reconstitution historique alors que j'étais jeune ado, et c'est devenu une activité dévorante dans ma vie. De formation en expérience, je suis devenu médiateur culturel, c'est-à-dire que mon travail, c'est de vous apprendre des trucs, ou plutôt vous transmettre des trucs. Un médiateur culturel, c'est une sorte de traducteur de scientifiques, si vous voulez. L'essentiel de notre activité, c'est de prendre les informations découvertes par les scientifiques et de les traduire pour que ce soit plus facile à comprendre pour le grand public, plus facile à raconter et plus facile à aimer aussi. Et la médiation, il y a beaucoup de manières d'en faire parce que cela peut prendre des formes très variées. Ça peut être une exposition, un livre, des publications sur les réseaux sociaux, des documentaires, des événements ou comme ici, une chaîne YouTube. Faire de la médiation culturelle ou scientifique, c'est donc avant tout se demander et comprendre comment transmettre et comment le faire en fonction de la méthode qu'on utilise, de l'objectif et du public à qui l'on parle. Je le dis souvent, la médiation, c'est accepter d'en dire à la fois toujours trop et pas assez. En fait, ça nous oblige à nous remettre en question en permanence pour réussir notre mission principale, savoir faire la part des choses entre ce qui est important ou non. Un traducteur, il va choisir parfois de traduire mot à mot un discours en langue étrangère, et parfois il va préférer garder le sens sans pour autant traduire chaque mot précisément. Selon les circonstances, un traducteur peut choisir de retranscrire un discours avec précision, et parfois de l'adapter en enlevant ce qui est superflu pour comprendre le sens. Et bien pour moi c'est pareil, quand je vous parle de films, de séries, de respect de l'histoire, je me demande toujours ce qui est important ou non. Est-ce que ce dont je veux parler c'est un détail ou est-ce que c'est vraiment important? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important? En médiation, toutes les informations n'ont pas la même valeur. Si un personnage dans un film a un costume entier qui est bon, mais un bijou qui va pas, bah c'est un détail. Si le bijou va, mais pas le costume, c'est peut-être plus un détail. Donc voilà, trier les choses et se remettre toujours en question, c'est la base de ce métier, de mon métier. Voilà, seulement ce métier, en fait, il est profondément humain. Il se nourrit aussi de ce que moi j'apprends, de l'évolution de mes connaissances, à la fois dans mon domaine, mais aussi dans tous les autres. Et c'est bien le cas aujourd'hui. Parce que c'est en m'intéressant à la linguistique que j'ai compris que je m'étais trop attardé pendant des années sur des détails, au final, sans grande importance. Voilà, et je veux parler des mots Drakkar et Viking, même si ce ne sont pas les seuls en réalité. Alors ça commence à se savoir maintenant, mais le mot viking, il est souvent utilisé à tort. Quand le cinéma et les séries nous montrent Ragnar Lodbrok et ses fils, nous pensons immédiatement que ce sont des vikings, ce que la série du même nom a bien mis en lumière. Il en va de même pour les jeux vidéo, les bandes dessinées, les romans et même les tendances sur Instagram et sur Internet. On parle de Viking Core, c'est-à-dire une esthétique viking où les femmes se tressent les cheveux en faisant du maquillage noir et les hommes des coupes rasées sur les côtés avec des marteaux de Thor autour du cou. Alors, pas de jugement là-dessus, c'est un effet de mode, un peu artificiel certes, mais comme il en existe pour beaucoup d'autres choses, comme l'esthétique de campagne britannique, ce qu'on appelle le cottagecore, ou la série Peaky Blinders, ou pas mal d'autres choses en fait. Bon, si j'avoue, il y a un peu de jugement quand même, mais en fait ça permet à certains et certaines d'aller plus loin que la copie de l'existant et explorer leur propre créativité. Et ça, moi je trouve ça vraiment cool en réalité. Bref, aujourd'hui les Vikings sont à la mode et on nous les sert à toutes les sauces pour le meilleur et pour le pire. Seulement, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais en fait tout ça, ça n'est pas une inspiration de viking. Parce que le mot viking désigne un état, pas un peuple. Être viking, c'est être loin de chez soi, qu'il s'agisse de commercer, explorer ou faire la guerre, et parfois les trois en même temps selon les circonstances. En fait, on devrait plutôt parler de peuple scandinave de l'âge des vikings, soit une période allant de l'an 793 à 1050 environ, correspondant aux échanges de plus en plus nombreux que les peuples scandinaves vont avoir avec le reste du monde. Le début, c'est traditionnellement le pillage du monastère de Lindisfarne en Angleterre, et c'est pas un hasard si c'est aussi comme ça que commence la série Vikings. La Scandinavie, ce sont les territoires correspondant plus ou moins à la Norvège, la Suède et le Danemark actuel. La date de fin de cette période, c'est une borne qui est assez symbolique et qui marque un ensemble de choses, de la christianisation de la Scandinavie au changement de régime politique ou de fiscalité, ce qui n'empêchera pas les traditions de perdurer parfois un peu au-delà. Oui, souvent quand on place des dates de période en histoire, c'est pour se repérer, mais c'est régulièrement un peu arbitraire. C'est ce qu'on appelle une convention qui nous permet d'avoir des références communes. Bref, tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas dire viking, mais peuple scandinave de l'âge des vikings. Mais est-ce vraiment important? Plus que ça, est-ce que c'est vrai? Pour répondre à ça, je vais aller un peu plus loin avec un autre exemple, le mot Drakkar.
Vous pensez qu'un drakkar c'est un bateau viking, pardon, un bateau des peuples scandinaves de l'âge des vikings. Eh bien là encore, vous avez probablement tort. Enfin, pas vraiment. En fait, historiquement, le mot drakkar, il est assez incertain, mais il ne désigne pas les bateaux scandinaves de l'âge des vikings. Au mieux, il pourrait s'agir d'une déformation du terme dragon, dreki, qui est juste la tête de proue du navire. La tête de proue, c'est la décoration à l'avant qui symbolise un dragon dans l'imaginaire commun des bateaux scandinaves. Dans la réalité, il y a de nombreux types de bateaux scandinaves de l'âge des vikings, comme l'archéologie en témoigne. On en a même retrouvé quelques-uns entiers. Voilà, on a donc plusieurs types, depuis les grands navires de guerre jusqu'aux petites barques. On trouve plusieurs types de navires destinés aux expéditions, d'autres au commerce, et ils n'ont pas du tout le même aspect, ils n'ont pas les mêmes spécificités, la plupart sont d'ailleurs dépourvus de cette fameuse tête de proue en forme de dragon. Seuls les navires de guerre semblent en avoir, donc forcément dire drakkar pour généraliser n'a aucun sens. Et ça, c'est ce que je pensais avant. Pour citer Wikipédia, drakkar est un terme par nature imprécis, puisque de nature non scientifique. Et c'est quelque chose que j'ai défendu très souvent, en reprenant les gens chaque fois que je le pouvais, et en pensant bien faire, hein. Et comme pour Viking, en fait j'avais tort, je pense que j'avais tort. Et j'avais tort pour beaucoup de raisons, que je vais vous expliquer. Déjà, certes c'est de nature non scientifique, mais par essence, les conversations du quotidien et la médiation, c'est pas scientifique non plus. Beaucoup de mes collègues sur YouTube défendent leur rigueur scientifique lorsqu'ils font leur contenu, pour autant, je pense qu'ils passent fondamentalement à côté de ce qu'est la médiation. Et j'irai même plus loin, parce que je suis un vrai provocateur aujourd'hui, la médiation culturelle qui est scientifiquement juste, c'est de la mauvaise médiation culturelle. Parce que oui, être scientifiquement juste, c'est être scientifique. Or, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des médiateurs. Partant de là, notre travail n'est pas d'être scientifiquement juste, mais de ne pas être scientifiquement faux. Et la nuance, elle est super importante. Je l'ai dit un peu avant, notre métier de médiation consiste à savoir trier l'information à un niveau bien plus large que les scientifiques, à nous adapter à l'auditoire, au public. Partant de là, nous avons la responsabilité de ne pas dire de bêtises, mais aussi l'humilité d'accepter que notre discours ne peut pas être scientifique par nature, tout simplement parce que l'on va devoir en varier la complexité et le détail. Comment avoir un discours scientifique quand on s'adresse à des enfants, par exemple, ou simplement des gens qui connaissent moins le sujet que des scientifiques spécialisés dans ce sujet? C'est pas possible, et en fait, c'est pas souhaitable. On a besoin d'adapter ce que l'on raconte si nous voulons passer notre message correctement. Songez toujours à l'exemple du traducteur. On peut faire une très bonne traduction sans pour autant pouvoir rendre toutes les nuances de la langue d'origine parce qu'elle repose sur énormément de subtilités et d'informations culturelles. Tout l'enjeu de la profession de médiation, c'est de ne pas dénaturer le propos d'origine et de ne pas dire de bêtises. Comme je le disais, ça demande beaucoup de remise en question, d'humilité et de travail pour mieux comprendre ce dont nous parlons. Et le mot drakkar, il est certes imparfait scientifiquement, mais il est passé dans le langage courant. Il est présent dans de nombreux dictionnaires très sérieux, y compris dans le CNRTL, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, qui fait référence dans le domaine. Puis avouez que drakkar, c'est quand même plus simple et plus pratique à dire que bateau scandinave de l'âge des vikings, d'autant que si l'on veut être précis, il faut aussi dire navire pour les bateaux de guerre. Bref, on n'en finit pas. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en suivant les linguistes sur internet ces dernières années, en regardant leurs travaux et en m'intéressant aux notions qu'ils transmettaient, s'il y a bien une chose à retenir de ces travaux et de leur médiation, c'est que la langue, elle évolue avec ses pratiquants. Alors c'est valable pour à peu près tout, hein. Le sport évolue avec ses pratiquants, les milieux musicaux changent avec ses pratiquants, nos vies quotidiennes changent avec les changements de ceux qui les vivent, c'est-à-dire nous-mêmes. Une langue n'est pas figée, et s'il y a des mots qui tombent en désuétude régulièrement, il y en a également des nouveaux qui arrivent chaque année. Parfois ce sont des néologismes issus de l'histoire avec un sens détourné, comme drakkar ou viking, et parfois ce sont des mots empruntés à d'autres langues, et parfois aussi complètement déformés, parfois des mots issus de domaines professionnels en plein essor, et tout ça, en fait, c'est normal. On observe ces phénomènes régulièrement dans l'histoire, hein. Ça fait un peu partie du cycle de la vie, on peut dire. D'ailleurs, si vous pensez que les anglicismes sont des choses nouvelles en français, je vous recommande la vidéo que j'avais faite sur le sujet, vous devriez être surpris de découvrir que la littérature classique française, elle est remplie d'anglicismes en fait. Et puis profitez-en pour vous abonner à la chaîne, c'est jamais perdu, et puis vous pourriez découvrir beaucoup de nouveaux sujets. Tout ça pour dire que finalement drakkar, en soi, c'est peut-être pas un si mauvais mot. Il résume assez bien ce dont il parle, les bateaux scandinaves de l'âge des vikings. La plupart des gens ignorant ça, commencer par parler de drakkar permet de garder la compréhension des gens qui vous écoutent, et vous pouvez tout à fait préciser ensuite qu'il y a plusieurs types, en donnant les vrais noms et les termes des sous-types et les formes si vous voulez développer le sujet.
Oui, parce qu'il y en a plein avec des termes spéciaux un peu étranges, genre Longskip, Skade, Knorr, Snekia. C'est assez documenté sur internet. Voilà, j'ai réussi à le dire du premier coup, c'est faux. Le plus important en communication, la base, c'est que le message soit transmis correctement et qu'il soit compréhensible par la personne qui reçoit ce message. Partant de là, oui, je sais que le terme drakkar est imparfait, mais imparfait pourquoi? Et pour qui? Au final, il est parfait pour ce que je veux faire, parler des bateaux ou parler des vikings. Parce que ces simples changements de nom, drakkar et viking, ils n'impactent absolument pas la manière dont nous voyons les bateaux de cette époque, et absolument pas la manière dont nous voyons les populations scandinaves de cette période non plus. Et ça remet pas en cause leur image, ça remet pas en cause ce qu'ils étaient, contrairement à beaucoup d'autres éléments auxquels on doit s'attaquer quand on veut mieux faire connaître cette partie de l'histoire. Alors oui, savoir que viking et drakkar sont des mots imparfaitement utilisés, c'est facile à retenir et à apprendre, mais au final c'est presque de l'histoire anecdotique, des choses qui n'ont pas un grand impact réel. Enfin si, un impact il y en a un, et peut-être négatif. Mais je vais y revenir. Parce qu'avant, on va aller encore un peu plus loin. Je vous ai dit que c'était des mots imparfaitement utilisés, mais que l'usage et le besoin avaient finalement rendu acceptable. Mais dans tout ça, il y a quelque chose que l'on oublie, c'est la réalité contemporaine. Vous vous souvenez la vidéo que j'avais faite avec les copains qui fabriquent des bateaux vikings à Toulouse? Bon, je vais pas redire le nom de leur assaut à voix haute parce que YouTube croit que c'est une insulte et ils détestent ça, mais je vous remets la vidéo juste ici. En plus, il paraît que si on dit leur nom 3 fois, ils vont apparaître dans mon bureau et ils sont beaucoup trop énergiques pour l'ambiance de cette vidéo. Bref, leur projet associatif depuis des années maintenant, c'est de reconstruire des bateaux scandinaves de l'âge des Vikings en se basant sur les modèles historiques du musée de Roskilde au Danemark. Alors ils ont commencé par construire une coque de noix, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de 5 mètres, puis le Fyr, qui fait 12 mètres, celui de la vidéo où on l'emmène dans la Seine à Paris, et au moment où j'écris cette vidéo, ils travaillent sur l'Orkan, qui fera 28 mètres de long. Leur travail est très reconnu par les spécialistes scandinaves, et ils entreprennent régulièrement de grandes expéditions pour mettre leur bateau à l'épreuve, en conditions réelles, et parfois dans des conditions assez difficiles. Et leur manière de travailler, elle est assez simple. Si un matériau ancien peut être remplacé par un matériau contemporain avec les mêmes propriétés, ils remplacent, sinon, ils gardent l'ancien. C'est ainsi que les quilles des bateaux sont en bois naturel, les voiles sont en lin, mais les coques sont assemblées avec des planches en contreplaqué spécial. Ça permet de pousser les bateaux au maximum de leur capacité, sans avoir peur de casser des choses qui ne soient pas facilement remplaçables. Et ça, vous imaginez même pas à quel point pour l'évolution de nos connaissances dans ce domaine, c'est extrêmement précieux comme démarche. Bref, souvent les copains de Toulouse qui travaillent là-dessus appellent leurs bateaux des drakkars. Et souvent ils se font reprendre par des gens qui savent que drakkar est un terme moderne, certes d'inspiration historique, et j'ai vu certains commentaires, ils se font reprendre parfois de manière un peu agressive. Et même en considérant que cette histoire de la langue qui évolue, ça vous plaît pas, qu'est-ce qui pourrait mieux être appelé drakkar? On parle de bateaux qui sont des copies des modèles historiques, en collaboration avec le plus grand musée du monde sur la question, en termes de sérieux, mais avec une approche de construction et certains matériaux tout à fait contemporaine. Au final, même en étant précis, le terme de drakkar est parfaitement adapté à leur travail. Et à mon sens, il en va de même pour le mot viking. Parce qu'en fait, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la série Vikings, les jeux vidéo, le Viking Core, tout ça, vous vous souvenez? En fait, la quasi-totalité, c'est absolument pas historiquement correct, ces trucs, c'est même souvent très éloigné de la réalité. Et donc après tout, si c'est éloigné de la réalité, si c'est surtout une mise en scène de la conception contemporaine des fantasmes autour de cette période et de ces peuples scandinaves, qu'est-ce qui nous empêche d'appeler ça du viking? Parce que l'utilisation du terme viking, il est contemporain aussi, ça aurait du sens. Bon, alors après, bien sûr, il resterait une confusion entre le fantasme contemporain des vikings et les vikings historiques. Mais ça, c'est un travail d'explication qui doit se faire dans le discours, avec de petites nuances. C'est pour ça que je le prononce la série à l'anglaise, Vikings, pour faire la distinction quand je vous parle. C'est d'ailleurs un enjeu qui va bien au-delà des vikings, puisqu'en France, il n'y a pas vraiment de distinction dans le langage courant pour parler de ce qui est historique et de ce qui ne l'est pas. Une fête médiévale, par exemple, c'est rarement médiéval en réalité, c'est plus souvent une adaptation de fantasmes de la période médiévale, mais qui ne dit pas vraiment son nom. Et on entre ici sur un autre questionnement. Pourquoi beaucoup de gens font exprès d'entretenir ce flou? Pourquoi on ressent le besoin de reprendre les gens lorsqu'ils se trompent sur drakkar, viking ou certaines règles de la langue française en général? Eh bien ça, c'est probablement du snobisme, conscient ou non. Même s'il y a plusieurs formes de snobisme, celle qui nous intéresse ici, c'est celle liée à ce qu'on appelle l'affectation. On va prendre des éléments un peu isolés pour montrer que l'on sait mieux, que l'on vaut mieux. Dire que ça n'est pas scientifique, cela permet de s'élever au-dessus de ceux qui ne savent pas, et ce de manière un peu artificielle. Dire que quelque chose n'est pas français permet de se placer en connaisseur, en détenteur du bon droit et de la bonne chose à faire,
est évidemment la bonne chose à dire. Pour autant, lorsque nous faisons ça, j'ai l'impression que nous passons à côté de l'essentiel, des choses importantes et des choses qui ne se voient pas forcément au premier abord. Et oui, je dis nous parce que je l'ai beaucoup fait aussi, de reprendre les gens sur tout un tas de trucs, et j'y fais désormais très attention. Est-ce bien important de reprendre les gens sur le terme de drakkar ou de viking, dans la mesure où l'impact réel sur la transmission de nos connaissances des peuples de cette période est très faible? Voilà, ce faisant, est-ce que en attaquant ça directement, en attaquant quelqu'un qui a envie de parler du sujet, est-ce qu'on ne risque pas de le braquer, de le saouler, de le désintéresser de ce que l'on pourra avoir à dire et qui est pourtant bien plus important? Et c'est ça la médiation en fait, c'est savoir prendre au vol des choses qui intéressent les gens, les encourager pour leur donner plus, et surtout leur donner mieux. C'est d'autant plus valable si ce que vous attrapez au vol n'est pas super important à la base. Et puis il y a un moment, nous faisons tous et toutes des approximations lorsque nous parlons. C'est pour ça que nous ne sommes pas spécialistes de tous les sujets, et il est important à mon sens de rester humble par rapport à quelqu'un en face de nous qui en connaît moins. Nous sommes tous le Candide de quelqu'un d'autre, celui qui ne sait pas. Nous sommes tous et toutes celui ou celle qui ne sait pas. Tout est une question de perspective. Au-delà de cette question de pertinence et d'efficacité dans la transmission des informations, il y a une chose que j'ai apprise en suivant les linguistes. Là encore, quelque chose de capital, et à plus d'un titre. Parce qu'en fait, savoir des trucs, c'est justement une question de capital. Quand on parle du capital de quelqu'un, on va souvent évoquer sa richesse, ce qu'il possède physiquement. Mais en sciences sociales, on intègre aussi le capital culturel et le capital social. Le capital culturel, c'est ce qui vous est transmis par simple naissance. Si vos parents ont reçu une bonne éducation, l'amour des livres et des arts, vous allez être plus sensible à ça. Et il y a fort à parier que vous allez avoir accès à beaucoup de livres et d'œuvres culturelles pour vous sensibiliser à tous ces domaines variés et peut-être aller plus loin. Votre environnement familial, il va vous permettre d'avoir les codes et les habitudes pour acquérir encore plus de capital culturel. Le capital social, c'est la somme de vos relations. Si vous êtes dans un milieu où vous avez la possibilité de rencontrer des gens enrichissants, alors vous avez plus de chances de pouvoir augmenter vos ressources et les développer. Les sociologues me pardonneront pour cette approximation dans l'explication, mais c'est histoire que l'on comprenne où je veux en venir. En fait, le fait que l'on sache des trucs, cela dépend beaucoup de notre capital. Capital prédéterminé à la naissance. Quelqu'un qui a grandi dans une famille cultivée, avec l'accès facile à énormément de lectures variées, sensibilisée aux arts, et bien cette personne, elle aura plus de facilité à s'exprimer, et donc savoir comment le faire dans le cadre de ce qui est considéré comme correct. Oui, ça veut dire bien parler français, ou utiliser les bons mots par exemple. A l'inverse, quelqu'un né dans une famille peu sensibilisée à ces questions aura plus de difficultés à découvrir et perfectionner ces domaines. De la même manière, une personne dyslexique à la naissance aura d'entrée de jeu des troubles et des difficultés à la lecture et l'écriture, ce qui le pénalisera toute sa vie. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la faute de personne, c'est juste une question d'environnement et de naissance et de vie. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont coincés dedans, juste que ça leur demandera 10 fois plus d'efforts pour les mêmes résultats que quelqu'un qui est parti sur des bases différentes. Et donc forcément, écrire et parler la langue dans ce qu'on estime être correct, c'est avant tout une question de capital culturel et pas nécessairement un choix. On oublie d'ailleurs trop souvent que si les gens ne développent pas de connaissances dans un domaine qui nous paraît pourtant indispensable, c'est qu'en fait ils en ont développé ailleurs. C'est comme ça que les personnes d'un certain âge vont avoir tendance à pointer du doigt les jeunes générations pour leurs manquements, mais ont besoin d'elles quand il s'agit de nouvelles technologies ou d'évolution de pratiques. Rares sont les esprits qui restent vides, tout n'est qu'une question de hiérarchie de la connaissance. Et ça veut dire quoi? Que reprendre les gens sur des détails comme Viking ou Drakkar lorsqu'ils n'ont simplement pas eu la chance d'avoir accès à cette information, et alors même qu'elle est un peu anecdotique, eh bien ça manque peut-être un peu d'humanité. Surtout lorsque cela se fait dans la majorité des cas sur le ton du jugement, et c'est là où l'on se place consciemment ou non dans une hiérarchisation de soi par rapport aux autres, et ça c'est un peu dommage. Voilà, je le faisais beaucoup avant, très honnêtement, et vraiment, j'avais tort, j'avais très clairement tort. Maintenant attention, je le redis en fin de vidéo pour être clair, ça ne veut pas dire qu'il faut dire n'importe quoi, juste qu'il est indispensable de savoir trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, l'adaptation de l'histoire qui a du sens de celle qui pose un problème. Il y a en fait beaucoup d'arguments en faveur de l'utilisation des mots viking et drakkar pour parler de tout ce que sont devenus les Scandinaves et leurs bateaux dans la culture générale. Dans ce que l'histoire nous transmet, mais aussi dans ce que nous en faisons au travers du divertissement. Et parfois également dans les besoins que nous avons de faire évoluer notre propre langue. Au final, il existe une grande différence entre reprendre les gens et transmettre les choses avec une certaine bienveillance. Trop de personnes souffrent de leur manque de connaissances dans tel ou tel domaine, parce que d'autres personnes se servent de leurs connaissances comme un outil de jugement et de mépris. Et ça, c'est carrément nul!
On devrait pouvoir dire sans honte qu'on ne sait pas, et on devrait pouvoir transmettre simplement le savoir, sans que cela risque de devenir une forme de jugement. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une réflexion un peu profonde mais que je trouve importante. Je crois que la morale de cette histoire, c'est que savoir des trucs ne fait pas de nous de meilleurs humains, mais savoir faire attention aux autres en revanche, eh ben ça oui, voilà, il est à mon sens essentiel de trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est valable en histoire, mais dans la vraie vie aussi. Et parfois, les deux se rejoignent. Donc n'oubliez pas que l'histoire est vivante.